La première question que je voulais poser à Monsieur Salomon, c'est par rapport. Alors moi, je suis un particulier d'une copropriété. Là, je vois qu'on parle de l'avenir, mais moi, je veux parler du passé. C'est les bâtiments qui sont faits depuis les années 70. Qu'est-ce qu'on fait pour les rénover? Comment on fait pour les rénover? Pour apporter toute cette technologie que vous nous parlez là, que je suis impressionné. Et on parle d'une température d'état qui nous impose 19 degrés dans les appartements, ou qu'elle n'est pas bonne. Les gens ne veulent pas 19, ils veulent 21 degrés dans les appartements. Donc ça, c'est aussi un problème. Donc ça, c'est une question que je vais vous poser. Et à vous, vous avez parlé à l'avenir de votre débat, c'est un débat d'avenir. Je reviens du passé, parce que rénover les anciens bâtiments aujourd'hui, ça va être un gros problème financier. Donc là, c'est notre question, nous, propriétaires ou même bailleurs, on va dire, mais moi je parle en tant que propriétaire, comment on fait? Je vais rénover mon bâtiment et avec un coût moyen, quoi. Voilà. Je te laisse répondre en premier. On a deux grands problèmes qui se posent. Vous avez celui de la rénovation des bâtiments anciens et plus spécifiquement de tout ce qu'on a fait après la guerre, disons entre 1950 et pratiquement 2000. Là, il y a un énorme problème de rénovation, et la rénovation, c'est difficile, c'est délicat, parce qu'il faut pratiquement faire de la haute couture pour le prix du prêt-à-porter. Et c'est pas simple. Et je crois qu'on ne met pas encore assez d'intelligence, on ne met pas encore assez d'innovation sur ce problème-là, qui va nous occuper jusqu'en 2050-2060, à condition de chaque année de faire de l'ordre de 700 000 logements. Et 700 000 logements à un niveau de l'ordre de 80 kWh par mètre carré en chauffage eau chaude. Aujourd'hui, on est à 300, pour simplifier, les 250, 300. Donc, c'est un énorme enjeu. Et si on ne rentre pas vraiment à fond dans cet enjeu-là, on n'arrivera pas à faire la transition énergétique. Deuxième enjeu, ce n'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais je le signale quand même, c'est évidemment la problématique de la mobilité et de notre addiction forcée, contrainte à la voiture et à des voitures avec des moteurs thermiques, essence, diesel, etc. Ça veut dire que quelque part, il faut revoir aussi également l'existant, c'est-à-dire l'urbanisme, c'est-à-dire revenir sur ce grand problème qu'a été la création du pavillonnaire. Ce serait mieux. Oui. Revenir sur ce grand problème qui a été la création très accélérée du pavillonnaire, de la maison individuelle, etc., et du zonage urbanistique pour lequel la voiture est contrainte derrière, ou tout au moins on est contraint à la voiture. Revenir là aussi en arrière, c'est extrêmement difficile, parce que à partir du moment où on a des zones pavillonnaires très peu denses, eh bien, le transport collectif, ça ne marche plus, ou alors tout au moins c'est extrêmement difficile sur le plan économique. C'est les deux grands problèmes. Et ces deux grands problèmes dont on ne parle pas en France. En matière de transition énergétique, 90% du débat, c'est nucléaire ou éolien. C'est pas le problème. Je vais peut-être vous amuser ou choquer un peu, si vous voulez, mais on saura faire l'électricité. Nous, on est en train de reprendre à Négawatt notre scénario qui avait été publié en 2011-2012. Plus ça va, moins le problème est électrique. Non, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même quelque part. On sait faire, on commence à savoir faire des systèmes électriques de réseaux sur lesquels on a 80-100% de renouvelables. Partout en Europe, on commence à voir monter des réponses très diversifiées, pas uniquement plantées que les éoliennes, sur cette question-là. Les deux autres questions sont complexes. Et la question que vous posez de la rénovation est une des plus difficiles, une des plus délicates. Je pense, moi, qu'elle passe par une combinaison entre de l'innovation et l'innovation technique. On a fait beaucoup d'innovation technique sur le neuf, très peu finalement, ou assez peu sur la rénovation. Et on commence à voir arriver des choses alors qui ne s'appliquent pas partout, mais qui sont assez intelligentes, qui consistent
en une seule fois faire une rénovation d'un pavillon, par exemple, avec carrément une enveloppe par-dessus le pavillon, les Hollandais, évidemment sur des architectures différentes, hein, architecture de bande un peu plus assez différente de ce qu'on a en France, mais font des trucs incroyables. Et parce que la rénovation, elle n'est pas traitée sur le bâtiment, elle est traitée en atelier, en amont. Là, c'est des procédures beaucoup plus industrielles où on voit des choses étonnantes, des rénovations d'un pavillon en moins de 8 jours, complètement BBC, avec la jonction d'une pièce, du photovoltaïque, etc. Mais c'est de l'industrialisation. Ça, c'est une première voie. La deuxième voie consiste à améliorer quand même un petit peu le système qu'il y a aujourd'hui, où on a sur du pavillonnaire et en termes de rénovation, le pauvre propriétaire qui est confronté à plein de problèmes. C'est très compliqué. Il a son problème avec son banquier, les artisans. Il voit les artisans, ils viennent pas, enfin c'est pas coordonné. Et tout ceci manque énormément d'efficacité. Donc est-ce qu'il faut remettre de l'efficacité, créer des vrais métiers de rénovateurs qui vont à ce moment-là s'engager sur un résultat et avoir des équipes d'artisans? Il y a pas mal de gens qui travaillent sur ces questions-là, qui sont tout à fait passionnantes. Et pour terminer, revenir à la thématique qui nous rassemble cette fin de journée, là par contre, je suis un peu inquiet de voir que là aussi, on aborde le problème uniquement sur l'hiver, l'isolation, etc., rarement sur l'été en même temps, alors que c'est en même temps qu'il faut le faire. Comme vient de l'indiquer Bruno de façon tout à fait importante, avec aussi une grande modestie, parce que, et tu l'as dit d'ailleurs à la fin, il y a des trucs qu'on ne sait pas vraiment faire encore. Hein, on ne sait pas, j'en ai un peu parlé, je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, lorsqu'on est en fin de situation caniculaire, c'est vachement difficile d'éviter un apport de froid par de la clim ou autre. Hein, donc il faut le réfléchir à l'avance et faire en sorte qu'on ait une climatisation qui ne soit pas de confort, mais de secours. C'est pas la même chose. Une climatisation ou un rafraîchissement de secours. On en remet un petit peu quand vraiment on ne peut pas faire autrement. À condition qu'on ait évidemment, comme tu l'as dit, baissé au minimum les besoins, etc. Et là, c'est relativement facile. Voilà. Je voudrais peut-être rajouter deux choses. La première, c'est qu'il y a une plaisanterie qui consiste à dire, c'est pas une plaisanterie, elle vous fait assez mal tous les mois, l'assurance, ça coûte toujours moins cher que l'accident. Or, aujourd'hui, on ne prend pas d'assurance. On ne prend pas d'assurance. Donc, je pense que par rapport à ce que vous évoquez sur la rénovation, comment on va financer tout ça, c'est peut-être aussi une histoire de culture. Jusqu'à maintenant, on a acheté un appart et puis basta, quoi. Alors, c'est vrai que souvent, on a payé le crédit un peu pendant longtemps. Mais je pense qu'on rentre dans un paradigme un peu différent. Il y a une rupture de paradigme, à mon avis, de ce côté-là. D'ailleurs, il y a des lois qui commencent à accompagner les préfinancements, machin. Mais c'est pas encore ça. La deuxième chose, donc ça, c'est une mentalité. Et j'ai surtout pas dit que c'est la solution, mais c'est une manière de voir. La deuxième chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que si on aborde une rénovation de copro que sur l'angle énergétique, que sur l'angle confort d'été, c'est mort. C'est mort, ça sert à rien, arrêtez. Combien ça coûte? Le fuel aujourd'hui, le baril de fuel, il coûte $60. Donc laissons tomber. Hein. Quand il sera à 150, bon là ça va se bourrer un peu au portillon, les prix vont peut-être pas tout à fait être les mêmes chez les entreprises. Parce qu'une entreprise, si elle a une commande sur 4 mois, elle a une certaine marge. Si elle a une commande sur 6 mois, elle a une autre marge. Si elle a une commande sur 3 ans, je peux vous dire que quand vous arrivez, vous faites légèrement assaisonner. Donc peut-être que là, il faut réfléchir, un peu anticiper. Mais surtout, je pense que là où il faut vraiment prendre conscience, c'est quoi la valeur patrimoniale de votre bien? Parce que depuis 30 ans, il ne se passe pas grand-chose quand même. 30, 40 ans, depuis les années 70. En gros, si vous faites le calcul du prix du baril en euros, en monnaie constante, puisqu'on a changé entre les deux, en monnaie constante, il n'a pratiquement pas changé. Il n'a pas monté le prix du fioul. On nous avait dit dans les années X que, vu les réserves, vers 2005-2010, le pétrole allait nous manquer. Il y a un truc techno qui est arrivé, qui a fait qu'avant, on enlevait 15-20% de pétrole du trou, alors que maintenant, on arrive à en enlever 20-25%.
Donc ça a reporté un peu l'échéance. Mais c'est que reporté. Hein, ça fait quand même quelques centaines d'années qu'il y a un mec qui a dit devant des évêques, pourtant elle tourne, il a failli être brûlé pour ça. Donc on a arrêté de finalement croire que la Terre était plate. On dit que c'est une sphère, mais on continue à croire que c'est infini. Non, c'est pas infini, c'est fini. Donc du pétrole, un jour il n'y en aura plus. Et souvenez-vous, c'était il y a 3 ans, où en 3 mois, pas parce qu'il manquait du pétrole, pas du tout. Mais en 3 mois, le pétrole est parti à 150 à 150 $ le baril. Donc le jour où ça va se tendre, le jour où il y a une bande de crapulax, parce qu'il y en a quand même quelques-uns, qui vont comprendre qu'on peut faire du dumping et de faire la spéculation sur le prix du baril, parce que ça se tend un petit peu. Vous inquiétez pas que ça va repartir à 150, et là vous vous poserez plus la question de savoir si ça coûte cher ou pas. Et peut-être que justement, il faut peut-être anticiper là-dessus en se posant la question de c'est quoi la valeur patrimoniale de votre bien. Je remets la question. Vous avez un bel immeuble ici, et puis il y a Nexity qui va faire un autre bel immeuble ici, juste à côté. Sauf que le vôtre, il date des années 70. Donc, comme le disait Thierry Salomon, il est à 250-300 kWh par mètre carré par an. Donc il coûte quelque chose qui ne change pas beaucoup, puisque le prix du pétrole ne change pas beaucoup. Sauf que là, je suis à 50. Donc ça veut dire que pour l'instant, on s'en fout un peu, ça ne coûte pas cher. Mais le jour où ça flambe, ça vaudra quoi ça ? Parce que depuis 70, 80, 90, 2000, 2010, le prix de l'énergie a tellement peu changé que ce qui fait la valeur patrimoniale de votre bien, c'est l'endroit où il est, c'est le service qui est à côté, c'est l'école, c'est l'accessibilité, c'est tout ça. C'est les canons habituels de la beauté. Sauf que quand l'énergie va se mettre à coûter son vrai prix, parce qu'aujourd'hui, elle ne coûte pas son... On vit à crédit, là, hein, carrément. Mais ça intéresse beaucoup cette bulle financière qu'on vit à crédit. Si on enlève les crédits, ils sont morts, donc ils sont très intéressés à ce que ça dure. Eh bien, ce jour-là, ça va coûter très très cher. Donc je pense qu'il faut, en bon père de famille, entre guillemets, hein, on en fait plein, on a fait un beau diagnostic d'un beau bâtiment de 170 logements sur Lyon, là. Et à l'Assemblée des copropriétaires, où il y avait 80 copropriétaires, à un moment, il y a un copropriétaire qui s'est levé, puis qui a engueulé tous les autres copropriétaires, parce que nous, on n'engueule pas, nous, c'est les clients. Il a dit, mais vous ne comprenez pas ce qu'il vous dit, il est en train de vous rajouter, d'aménager les 8 mètres carrés de loggia que vous avez en pièces de vie, donc de vous rajouter à 3000 balles le mètre carré, 24 000 € de valeur patrimoniale à votre bien, ça veut dire 2000 balles de plus que les travaux qu'ils vous proposent. Pourquoi vous freinez ? Donc je pense que si vous mettez la valeur patrimoniale de votre bien et vous arrêtez d'avoir une vision simplement énergéticienne, simplement confort d'été, ben peut-être que vous allez regarder les choses différemment et la justification de la tenue de la valeur de votre patrimoine deviendra un argument fort. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Oui, je suis bureau d'études sur Lyon et je voulais savoir, alors c'est soit M. Salomon, soit vous, M. Georges, autant sur du tertiaire, arriver à faire de la surventilation jusqu'à du 5-6 volumeurs en ventilation nocturne, ça ne génère pas trop d'effets indésirables. Quelles limites vous acceptez en logement, en surventilation dans les simulations dynamiques, parce qu'on sait très bien que la nuit, il y a des choses qui peuvent s'envoler, les portes peuvent claquer, etc. Enfin, il y a tout un tas de désagréments. Donc, quelle est la limite haute que vous prenez en compte pour assurer qu'on a une réduction de température assez convenable ? Est-ce que c'est 2 volumeurs On va répondre à 2 voix. On va répondre à 2 voix. Peut-être qu'on va peut-être pas répondre à la même chose, ça serait drôle. 2 volumeurs, c'est pas suffisant. 2 volumeurs, c'est insuffisant. Vous avez l'échange n'est pas suffisant pour dissiper l'énergie au niveau de l'infrastructure. Donc, il faut monter à entre 5 et 8 volumeurs en naturel. Ouais, mais comment on y arrive ? Vous ouvrez les fenêtres. Non, mais si c'est Non. Mais c'est pas gênant. Faites le calcul. Non, faites le calcul, il n'y a pas de problème. Si vous êtes au contraire, vous dormirez bien mieux.
Voilà, vous allez pouvoir faire le calcul. Mais faites un petit bout de calcul en vous disant sur la section, par exemple, d'une pièce, d'une porte, ou vous avez, je sais pas, du 20-30 centimètres secondes. C'est agréable. C'est un petit peu comme si vous dormez dehors, si vous voulez, bercé par le vent. Hein, ça va. Les feuilles, elles s'envolent à quoi? 1 mètre seconde à peu près. Hein, 1 mètre seconde. Donc il y a de la marge. Donc on est meilleur. Le problème, c'est pas là. Le problème, c'est... Enfin, il faut effectivement monter à 5-6 volumeurs pour que ça vaille le coup. Voilà. Ce qui pose aussi un problème dans le tertiaire sur du mécanique. Lorsqu'on est sur du 2-3 volumeurs, les sections sont importantes. Est-ce que ça vaut le coup? Parce que derrière, on va pas dissiper très bien l'énergie. Donc ça pose une difficulté. Ce qui est pas inintéressant, c'est sur les classes. Parce qu'à ce moment-là, on a effectivement, comme tu l'as indiqué, un renouvellement qui est assez important. Et donc, du coup, faire tourner la nuit pour rafraîchir, c'est pas inintéressant. Et en même temps, il y a normalement pas de gamins la nuit, quoi. Voilà. Pardon? Et voilà. Donc ça fonctionne à condition que la température, à condition que la température nocturne soit suffisamment basse. Sinon, ça vaut pas le coup. En gros, nous, en résidentiel, on considère qu'à 0,6 mètres carrés par chambre, avec un appartement traversant, et donc la somme, en fonction du nombre de chambres de l'appartement côté séjour, la moindre brisoline, ça fait 6 volumeurs. Mais une brise, un truc qui a même pas, ça fait bouger les feuilles. Hein. Ouais, d'ouverture. Il y a les problématiques de bruit, ça c'est une chose, mais on a des fois l'air qui stagne et pas trop de mouvement d'air dans. Voilà. Donc arriver à ces conditions, c'est assez délicat. Le sujet, c'est qu'il y a quand même des moments. Ouais. Il y a quand même des moments où il n'y a pas du tout de vent à Lyon. Hein. Et en plus, à Lyon, il n'y a pas du tout de vent, mais il fait que la canicule normale. Hein, vous prenez Grenoble, où là, il y a des phénomènes qu'on appelle d'inversion thermique, puisqu'il y a la chape qui passe du Vercors à la Chartreuse d'air froid qui reste dessous, et dessous, ça fait le hammam, où là, non seulement c'est difficile, mais ça va devenir difficile. Nous, on a fait quelques simules sur des trucs neufs, hein, et on pense qu'il y a plein de bâtiments qui vont devenir impropres à leur usage dans 20-25 ans. On a fait, Isouba, sur demande du Conseil régional Languedoc-Roussillon et de l'ADEME, un exercice très intéressant qui a été de faire de la prospective de simulation dynamique. Autrement dit, on s'est rapproché de Météo France et on a essayé de définir avec eux des fichiers météo pour 2030-2050, avec effectivement des périodes de canicule, un peu 2003, si vous voulez. Hein, on a pris aussi 2003. Et on avait fait pas mal de simulations sur un certain nombre de logements. Tu me vois venir. Et sur du neuf BBC et du neuf primé par la région, l'ADEME, etc. Et on a regardé ce que ça donnait en confort d'été 2030 ou 2050. Mon Dieu, ça passe pas du tout. Ça passe pas du tout. Pas du tout. C'est parce que ça a été fait sur les fichiers de maintenant. Un test très intéressant, qu'on fait assez souvent nous, c'est justement on reprend le fichier de 2003 et on regarde ce que ça donne. Et le fichier de 2003 est pas très loin de la norme 2030-2040, quoi, d'après ce que dit Météo France. Et on voit ce que ça donne. Ça passe pas, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on est sûr que dans notre magnifique bâtiment BBC, les occupants vont se précipiter à Casteau pour aller chercher la clim, parce que c'est épouvantable. Ça, c'est pas tenable, si vous voulez, sur le plan physiologique. Donc, on est face à une vraie difficulté par rapport à ça. C'est une boutade, mais physiologiquement, les femmes ont un système de circulation sanguine qui est un peu moins performant que celui des hommes. C'est pour ça que c'est toujours elles qui ont froid à l'hiver et qui se plaignent et qui montent les thermostats, machin. Mais statistiquement, on constate que l'été, c'est l'inverse. Les femmes sont beaucoup plus résilientes au climat chaud que les hommes. Donc, comme on vit dans une société de mâles quand même, on peut imaginer que comme ils vont souffrir plus, légalement, ils vont faire évoluer la réglementation un peu plus vite que pour la chaleur.
Il y avait une autre question ici. Bonjour, Antoine Lardouin. Vous avez parlé de l'importance de l'inertie dans les bâtiments. Et je voulais savoir ce que vous pensiez, votre avis sur le déphasage thermique des matériaux, et en particulier les écomatériaux comme la paille, par exemple, qui ont des déphasages importants. Savoir si pour vous, c'était important à prendre en compte dans la conception d'un bâtiment. C'est important, mais on ne sait pas très bien le faire. Aujourd'hui, nous, on a eu l'occasion de faire de la simuldynamique sur un gros corps de ferme qui était le même d'un bout à l'autre, avec un pote qui était un peu écolo, qui avait fait sa rénovation avec 30-40 cm de laine de bois, et à côté, un bon entrepreneur bien droit dans ses bottes comme il faut, qui a fait la même rénovation avec de la laine de roche. Et la sensation de confort constatée était mieux de côté biomatériaux, du fait du déphasage, et à mon avis pas que de ça, des phénomènes de désorption, absorption, des phénomènes de condensation, évaporation, toute une famille de trucs, et les outils de modélisation pour l'instant sont là. Et donc du coup, quand on passe ça en simulation, on a 0,2 degrés d'écart, alors que constaté, il y a 1,5 degré, etc. Donc c'est clair qu'il y a des écarts, c'est clair que les écarts sont mal mesurables aujourd'hui. Et encore, vous parlez que des matériaux isolants biosourcés. Si on se met à parler de la terre crue, là c'est encore pire, parce que là les outils sont absolument infoutus de gérer tous les phénomènes pas si connus que ça, faut être clair, d'absorption, désorption, d'adsorption, de trucs très sophistiqués sur le plan physico-chimique qui se passent dans les murs comme ça. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un truc qui est bien foncé dans les biomatériaux. De toute façon, ça c'est, vous aurez le cancer moins vite. Et puis la deuxième chose, c'est de toute façon, ça sera mieux. D'un point de vue purement confort. Alors après, comment le mesurer aujourd'hui? Moi, c'est joker. Alors on est à deux voies dans la même modestie. D'autant plus que nous, à Izuba Energy, on développe des outils de simulation. Et on le fait en collaboration maintenant depuis plus de 20 ans avec l'École des mines de Paris, où des chercheurs qui travaillent là-dessus, etc. Et malheureusement, je confirme, c'est vraiment un problème compliqué. Y compris au niveau de la Terre, parce que là, on a des phénomènes effectivement de sorption, désorption, etc., dont on a le sentiment qu'ils sont hyper importants, hyper efficaces, que ça fonctionne bien, mais qu'on retrouve pas bien dans nos modulations, dans les simulations qu'on peut faire. Alors, on a commencé à travailler sur des simulations un peu proches, sur des matériaux à changement de phase. Là, on arrive à peu près quand même à déterminer des choses, mais c'est pas la même question. Voilà. Et c'en est à tel point que nous, à Izuba Energy, lorsqu'on a décidé de faire un bâtiment de notre siège, eh bien, alors qu'on ne sait pas bien le calculer, il faut être modeste, eh bien, on s'est dit, allez, on met de la terre à l'intérieur, on met beaucoup de terre et de la terre crue. Et cette terre, on l'a mis doublement, à la fois sur un grand mur massif en intérieur pour redonner de l'inertie en terre, et en même temps sur des enduits en terre pour une grande partie des bureaux. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne bien, c'est agréable sur le plan phonique, c'est agréable sur le plan hygrométrique, sur le plan de l'inertie, etc. Mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, on ne sait pas encore bien pourquoi, tout au moins le caractériser. Voilà. La seule chose qu'on peut dire avec beaucoup de modestie, c'est faites-le, ça marchera. En gros, c'est voilà. Après, un jour, on calculera ça très très haut. Ça va venir, ça va venir. Voilà. Attention, un dernier point quand même sur l'inertie. Attention, elle peut être contre-productive. C'est-à-dire que si votre bâtiment il est mal fichu quand même, il a beaucoup d'inertie, mais il évacue pas la chaleur, qui fait très chaud dehors, à un moment donné, ça y est, vous êtes en haut de la courbe, et alors pour redescendre, vous allez redescendre plus tard que les autres, puisque justement, il y a beaucoup plus d'inertie. Ça, c'est pas facile. Je pousserais même le bouchon plus loin. Dans certains climats, dans certains contextes, par exemple résidentiel à Grenoble, nous, on met pas d'inertie. Parce qu'il y a, en fait, qu'est-ce que c'est la canicule ? C'est marrant parce qu'on ne travaille pas ensemble.
Et puis en fait, on fait les mêmes trucs. Nous, on fait aussi, on a mis au point des espèces de petits modèles mathématiques de régression qui permettent de trafiquer les fichiers météo pour fabriquer des fichiers qui ressemblent à des fichiers caniculaires. Et en gros, un fichier caniculaire, c'est pas un fichier météo qui est plus chaud. C'est pas que ça. Hein. Un fichier caniculaire, c'est un fichier dans lequel la température monte, la température moyenne monte, mais aussi dans le même temps, l'écart jour-nuit diminue. Et en gros, Grenoble, c'est le vrai problème. Grenoble, il fait pas beaucoup plus chaud qu'à Lyon la journée, sauf qu'à Lyon, avec le courant d'air du Rhône, etc., le soir, ça arrive à vaguement, avec 2 ruisseaux quand même dans la ville, ça arrive à faire quelque chose. À Grenoble, quand c'est la cata, et ça baisse plus la nuit. Oui, mais ils sont beaucoup plus petits. Hein. Et puis surtout, il n'y a pas l'axe nord-sud. Hein, il n'y a pas l'axe. Hein. Donc du coup, si vous avez trop d'inertie, cette inertie, elle va tenter de se décharger pendant la nuit, et vous n'allez même pas arriver à percevoir les 3, 4, 5 degrés d'écart qu'il y a eu entre le jour. S'il n'y a pas du tout d'inertie, vous avez fait une paroi, une enveloppe thermique ultra efficace, et que pendant toute la journée, vous êtes fermé, il n'y a rien qui est rentré, et bien ça veut dire la nuit arrive, on s'ouvre, et là, il fait chaud, mais au moins les 3-4 degrés de moins, on les prend, on les a. Et on retrouve comme ça une thermique qui est plus très loin de ce qu'on peut faire aux Antilles, extrêmement peu d'inertie, mais avec quand même un problème, c'est qu'il peut faire moins 10 ou moins 15. Et donc, c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut quand même arriver à faire des bâtiments qui vont devoir être agréables pour pratiquement 50 degrés d'écart sur l'extérieur, ce qu'on n'a pas du tout en Guyane ou en Martinique. C'est vraiment une grosse difficulté qu'on a actuellement, parce que arrivent toutes ces questions de confort d'été dont on a longuement parlé, et qui sont quand même de plus en plus pressantes et de plus en plus importantes dans l'acte de construire. Nous, à Izuba, c'est très clair maintenant, hein, je veux dire, tous les projets qu'on prend, on commence par le confort d'été. On réfléchit même plus au confort d'hiver. Il va être obtenu sans problème derrière. C'est pas la difficulté, c'est vraiment le confort d'été. Et on s'aperçoit que si on ne le prend pas très tôt en amont du projet, dans des discussions des fois qui relèvent de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est ok, si on fait les ouvertures, comment on va faire la sécurité, quoi, hein, c'est des problèmes directement avec le maître d'ouvrage. Comment le papillon qui déclenche des systèmes de protection à 3 heures du matin, c'est classique. Hein. Donc comment on y arrive? Mais ça se traite en amont. Et si c'est vraiment à la fin que tu es dans des problèmes avec les pompiers, pas traité en amont, etc., c'est fini, quoi. On n'y arrivera pas. Ou c'est très cher. Voilà. Je vous propose de nous arrêter là, sur cette image de Guyane et de Martinique, avant l'été. Donc, merci beaucoup aux intervenants, Bruno Georges et Thierry Salomon, qu'on peut applaudir. Merci beaucoup.